tous, merci d'être venus assister à une conférence sur un sujet qui, de prime abord, ne semble pas être le plus sexy qui soit. Cette conférence, je l'ai un peu préparée de manière imprévue, puisque l'organisation du festival avait fait que c'était quelqu'un d'autre qui, sans doute, allait certainement s'en charger. Et donc, quand j'ai demandé quel type de conférence était attendu, on m'a dit que ça serait un public qui n'est pas forcément informé sur le sujet. Alors, est-ce qu'il y a des professionnels de santé ici? Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent déjà un peu ce sujet? Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui ont eu affaire à des proches qui ont eu des maladies neurodégénératives? D'accord. Donc, tout le monde est quand même déjà grandement familiarisé avec la question. Et donc, du coup, j'ai décidé de vous faire une conférence de vulgarisation. D'abord, je vais me présenter un peu. Je suis psychologue. Alors, psychologue, c'est quoi? Le psychologue est un cadre thérapeutique et qui, notamment en gériatrie, travaille dans un EHPAD, par exemple, qui est un lieu de vie. Et alors, le psychologue, il a différentes missions, notamment d'évaluation, avec différentes batteries de tests, pour voir un petit peu comment fonctionne la cognition de la personne âgée, qui plus est quand elle souffre de démence, que ce soit une démence de type neurodégénérative ou autre, puisqu'il y a des démences vasculaires, par exemple, qui ne sont pas des maladies neurodégénératives, mais dont les effets sont très comparables. Le psychologue, donc, il va mettre en place des ateliers cognitifs, il va mettre en place des évaluations. Il a aussi un gros travail informel. Les personnes âgées en institution, souvent, sont méfiantes. Elles ne sont pas là de leur plein gré. Elles n'apprécient pas forcément le personnel. Et quand elles voient un jeune, elles ont deux réactions. Soit c'est « Waouh, super, un jeune !» J'en ai pas vu depuis 10 ans. Ou alors, elles sont prudentes. Elles sont très prudentes, elles s'en méfient. Moi, une fois, il y avait une personne âgée dans une résidence où j'ai travaillé, elle disait c'est qui lui là-bas? Alors l'aide-soignante disait c'est Guillaume. Non, pardon, c'est le psychologue. Le quoi? Le psychologue. Bon, l'aide-soignante voit que la personne âgée ne comprend pas, elle dit bon, c'est Guillaume. Le gigolo? Je veux pas de gigolo, moi. Qui s'en aille. Voilà, donc les personnes âgées sont assez malicieuses, mine de rien. Une collègue a pu s'entendre dire par une personne âgée en résidence « C'est un beau métier que vous faites là, à racoler toute la journée ». Donc voilà, le rôle du psychologue en EHPAD, on est très très loin du cliché, de l'entretien dans un bureau, de l'entretien en individuel. On est vraiment très très loin de ça. C'est vraiment travailler dans un lieu de vie, c'est très particulier. J'ai donc travaillé dans 2 EHPAD. Le premier, j'étais employé du ministère de la Défense, c'était auprès d'anciens combattants et victimes de guerre, pour l'ONAC, l'Organisation nationale des anciens combattants et victimes de guerre. Là, je me suis confronté à la clinique du trauma. Et alors, ce qui est très particulier avec les maladies neurodégénératives et puis les démences en général, c'est qu'il y a un rapport à la temporalité qui est très différent. Puisque les personnes peuvent penser que l'événement traumatisant est survenu hier. Et c'est pas toujours facile à appréhender pour comprendre leur comportement. Puis ensuite, j'ai travaillé dans un EHPAD privé du groupe Orpea, qui disposait d'une USA, une unité de soins adaptés, plus communément appelée unité fermée. Mais j'aime pas ce terme-là parce que unité fermée, ça apparaît être une sanction, alors que ça a vraiment vocation à être thérapeutique si on cible bien le public qu'on y met et si on fait le bon accompagnement thérapeutique au sein de cette unité. Dans cet EHPAD Orpea, j'ai travaillé conjointement avec Marion Larrey, la ergothérapeute, Lager, pardon, elle n'aimerait pas que je dise Larrey, ergothérapeute. On a beaucoup travaillé notamment sur les problématiques liées au sommeil, puisque le sommeil est très important dans l'accompagnement des troubles du comportement.
Il impacte la sécrétion de TSH, la thyréostimuline, qui a un rôle majeur sur l'humeur. Peut-être que les femmes ménopausées ici en savent quelque chose. Voilà, donc c'était vraiment important de travailler là-dessus. Et finalement, en l'espace d'un an, on a complètement revu beaucoup de dispositifs. L'équipe a été dans cette dynamique et on est devenu l'EHPAD Orpea de France, prescrivant le moins de médicaments par résident, le moins de molécules. Et ça, c'était une vraie victoire. Donc voilà un peu le parcours en gériatrie et avec quoi je me présente devant vous aujourd'hui. À présent, je travaille auprès d'un public infanto-juvénile au centre Héliomarin à Saint-Trojan-les-Bains, qui va être renommé Odyssée dans pas longtemps. Donc là, je travaille avec un public avec des troubles du spectre autistique, avec un public déficient sur le plan intellectuel, avec des maladies rares, avec des épilepsies non stabilisées, qui ont donc une dynamique évolutive, comme les maladies neurodégénératives, et aussi des maladies neurodégénératives adressées à un public plus jeune, comme la maladie de Sanfilippo, et dont l'évolution est très semblable aux maladies neurodégénératives que connaissent les personnes âgées. Me concernant, mon expérience étant plus centrée là, pour les maladies neurodégénératives sur le grand âge, mes illustrations tourneront essentiellement autour de cette tranche de vie, mais je crois supposer que c'est certainement la raison pour laquelle vous êtes tous venus ici. J'ai décidé de décomposer cette conférence en deux grandes parties, parce que je pourrais très bien vous parler des maladies neurodégénératives avec ce qui se passe au niveau intracellulaire, les agrégats protéiques qui se mettent dans la cellule, qui vont donc entraîner la mort de la cellule, et donc la neurodégénérescence, c'est-à-dire l'apoptose, la mort des cellules. C'est de la neurophysio, c'est compliqué, on va peut-être s'abstenir de faire ça. Je vais plutôt aborder ça avec des choses qui sont observables à l'œil nu, c'est-à-dire le comportement, mais aussi la mémoire. Et pour parler de mémoire, je souhaite d'abord donc faire une première partie sur la mémoire et des mémoires, car il n'y a pas une mémoire, pas plus qu'il y a une intelligence. Et ensuite, à partir de là, une fois qu'on sera saisi de ce qu'est la mémoire, on abordera vraiment le thème des maladies neurodégénératives qu'on illustrera à propos. Donc, première partie, la mémoire, des mémoires. Donc, comme je disais, parler de mémoire, c'est très réducteur. C'est vraiment très très réducteur. Il y a vraiment des mémoires, et comme il y a des mémoires, ça découle sur plusieurs intelligences. Et peut-être que c'est là la première vigilance qu'on doit avoir quand on est soignant en institution concernant la bientraitance. S'il y a des intelligences, on peut imaginer que Papy Georges, qui a arrêté de parler depuis son dernier AVC ou sa dernière anesthésie, eh bien, il a gardé d'autres types d'intelligence, et il reste un sujet. Et garder ça en tête, c'est garder cette spécificité pour le patient. Car il n'y a rien de plus déshumanisant finalement que de perdre la parole. Donc une définition de profane, ça serait dire que la mémoire est la faculté de conserver, de rappeler les choses passées, et ce qui s'y trouve associé, c'est assimilé à l'esprit en tant qu'il garde le souvenir du passé. Ça, c'est une vision globale. Mais on peut avoir une définition un peu plus rigoureuse. La mémoire est un processus biologique qui permet de stocker et de restituer les informations. La mémoire s'appuie sur des réseaux de neurones du cerveau. Cette notion de réseau, on va voir, elle est importante pour appréhender ce qu'est la mémoire. Donc c'est une définition beaucoup plus scientifique. Donc la mémoire, on peut la classer en 5 grands types de mémoire. Il y a la mémoire à court terme ou la mémoire de travail. Je vous la décrirai plus en détail après. La mémoire à long terme, qui elle-même se décompose en la mémoire implicite, inconsciente, c'est-à-dire tout ce qu'on retient mais qui ne peut pas forcément être verbalisé. Ça va relever pour l'essentiel de la mémoire procédurale, marcher, conduire, faire du vélo. Il y a aussi la mémoire explicite, consciente, c'est-à-dire on peut en parler, on peut remémorer les souvenirs, on peut aller les chercher. Cette mémoire, elle se divise en 2 mémoires, que sont la mémoire épisodique et la mémoire sémantique. Alors là, ça fait beaucoup de données d'un coup, donc
On va revenir là-dessus, vous inquiétez pas, et on va détailler les choses. Et puis en parallèle, il y a la mémoire perceptive. Elle a aussi ses particularités, nous allons voir ça, mais ce qui est surtout intéressant, c'est que c'est la mémoire qui est en lien avec les sens. On ne mémorise rien sans que nos sens aient d'abord pré-traité l'information. Un déficit sensoriel va donc aussi impacter le traitement de l'information et la mémoire. Cette classification, on divise 5 grands types de mémoire. C'est vraiment pour simplifier la question, c'est une vision réductrice. Elles sont toutes interconnectées. Hein, on a parlé de réseau, n'oubliez pas. Si un type de mémoire flanche, les autres aussi vont être impactés. Je vous donnerai des exemples. Est-ce que ça va? Je ne vais pas trop vite? Ok, super. La mémoire à court terme. Alors, je vais vous expliquer ce qu'est la mémoire à court terme, et puis après, on fera un petit jeu. C'est la mémoire du présent, c'est la mémoire de travail. C'est ce qui vous permet de traiter des données. D'accord? Par exemple, classer des lettres par ordre alphabétique, planifier, vous doucher, savoir qu'avant de vous doucher, eh ben, vous allez prendre le pommeau, puis avant ça, vous êtes déshabillé. Ben, pour la personne qui a une maladie neurodégénérative, c'est pas évident. Donc la mémoire à court terme, elle est indispensable pour l'autonomie dans les activités de la vie quotidienne. C'est ce qu'on appelle la planification. La mémoire à court terme permet de planifier. La mémoire à court terme, elle est très sensible aux troubles attentionnels. Et au niveau neurophysiologique, elle est très dépendante du métabolisme dopaminergique. À ce propos, je voudrais faire un petit aparté sur les troubles attentionnels et la dopamine pour parler des enfants TDAH. Vous avez tous entendu parler de l'hyperactivité des enfants TDAH? C'est une fake news. Léon Ensberg, dans le magazine Stugler, c'est l'équivalent du Monde en Allemagne, a avoué sur son lit de mort avoir monté de toutes pièces cette maladie en partenariat avec les labos. En réalité, les enfants qui ont des TDAH n'ont pas de problème du métabolisme dopaminergique. En revanche, ce qui existe, c'est la dépression. Et la dépression chez les enfants, ça s'exprime beaucoup plus souvent par de l'agitation que par un ralentissement. Voilà, c'était une petite aparté pour démonter une fake news qui a la vie dure, y compris dans le milieu scientifique, qui parfois a du mal à aller chercher les informations à l'étranger. C'était un petit point sur la mémoire de travail. On va faire un petit jeu. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent jouer avec moi? Va jouer avec moi, Geoffrey. Je voudrais 2 autres volontaires, s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourrait leur passer des feuilles et un stylo, si c'est possible? Ah, super. Quelqu'un avec un calepin et un stylo? Madame, alors vous avez un calepin et un stylo. Hop. Hop. Tenez. Super. Bah, merci beaucoup, Émilie. On va faire un petit jeu. Je vais vous répéter à 5 reprises une liste de 14 nombres. D'accord? Et pour l'instant, vous n'allez pas les noter. J'ai un trouble de la mémoire. Est-ce que c'est utile que je joue avec vous? Eh bien, justement, ça peut être intéressant. Je vais vous répéter 14 nombres à 5 reprises. Et l'idée, c'est qu'ensuite, vous les écriviez. D'accord? Vous êtes prêts? Messieurs, dames, vous avez le droit de participer aussi. Hein. Allez, je commence. 2, 8, 6, 4, 14, 9, 7, 18, 1, 3, 12, 5,
22, 0. On recommence. 2, 8, 6, 4, 14, 9, 7, 18, 1, 3, 12, 5, 22, 0. On recommence. 2, 8, 6, 4, 14, 9, 7, 18, 1, 3, 12, 5, 22, 0. 2, 8, 6, 4, 14, 9, 7, 18, 1, 3, 12, 5, 22, 0. Une dernière fois pour être sûr. 2, 8, 6, 4, 14, 9, 7, 18, 1, 3, 12, 5, 22. Et le numéro complémentaire est le 0. À vous de jouer. Alors, si vous n'avez pas retenu tous les nombres, c'est normal. C'est fait exprès. Les derniers nombres sont là pour vous parasiter. Alors, je vais vous relire la liste à présent que vous avez notée. Mais vous allez me dire jusqu'à combien de nombres vous n'avez pas fait de faute. Attention, je vous lis la liste et vous me dites ensuite à partir de combien de nombres vous n'avez pas fait de faute. Enfin, jusqu'à combien? 2, 8, 6, 4, 14, 9, 7, 18, 1, 3, 12, 5, 22, 0. Combien? À 3. 3? Ouais, 3. J'ai pas fait d'erreur. 7, 6, 12. D'accord. Effet de récence. On constate quand même qu'une grande partie d'entre vous sont à 6, 7, 8. Alors en fait, là au niveau statistique, on vient de déterminer ce qu'on appelle l'empan. Et dans la population générale, l'empan est de 7. En moyenne, les gens retiennent à ce genre d'exercice 7 nombres. En moyenne. L'empan est un des outils dont le psychologue dispose, qui ont été étalonnés, qui sont normés. On a des outils plus complexes, mais celui-là est facile à présenter. C'est un des outils dont on dispose pour évaluer la mémoire à court terme. Et donc en déduire potentiellement des capacités de mémoire de travail. Allez, on continue. Vous pouvez rejoindre votre place. Merci beaucoup pour votre participation. On les applaudit. La mémoire à long terme. Alors, la mémoire à long terme, c'est un peu plus compliqué parce qu'elle a des sous-catégories. On va la détailler. On a dit qu'il y avait la mémoire perceptive ou sensorielle, la mémoire explicite ou déclarative, et la mémoire implicite ou non déclarative. La mémoire perceptive ou sensorielle, elle correspond aux sensations ressenties. C'est dans le nom, c'est comme le port-salut, c'est écrit dessus. Elle stocke les odeurs, elle stocke le goût, les visages aussi. Reconnaître les visages, on appelle ça la prosopagnosie. Souvent dans les maladies neurodégénératives. Il y a deux raisons pour lesquelles on ne peut pas reconnaître les visages. Soit parce qu'on ne les retient plus, la prosopagnosie, soit parce que la personne a un rapport au temps qui est très particulier, c'est-à-dire qu'elle est capable de reconnaître son conjoint en photo, mais
pas de le reconnaître quand on l'a en face d'elle, parce que comme elle a oublié les souvenirs les plus récents, elle se souvient de son conjoint 30 ans avant. Donc la mémoire à long terme, implicite ou procédurale, hein, c'est ce qui est relatif à la marche, c'est ce qui est relatif au vélo, à la voiture, ça s'oublie pas. Et donc, elle est peu consommatrice en ressources cognitives. Donc en général, on peut faire du multitâche en mémoire procédurale. En revanche, on va éviter de faire du multitâche avec de la mémoire procédurale et des actions un peu plus élaborées, genre conduire, qui est procédural, et envoyer un SMS en même temps. La mémoire à long terme implicite procédurale, elle recrute essentiellement des réseaux neuronaux dans le cervelet. Donc on verra que tout à l'heure que toutes les maladies neurodégénératives telles que Cordes-Lévy, Huntington, Parkinson qui atteignent le cervelet atteignent la mémoire procédurale. Je ne vais pas trop m'attarder sur les considérations neuroanatomiques. La mémoire perceptive, elle recrute dans différentes régions corticales à proximité des aires sensorielles. Pareil, on ne va pas trop s'étendre là-dessus. Et on va d'emblée attaquer la question de la mémoire à long terme sémantique. C'est la mémoire des faits et des concepts théoriques. Elle permet de stocker les informations générales sur soi et le monde. C'est la mémoire du savoir et de la connaissance. Alors la mémoire sémantique, on va essayer de mieux comprendre comment elle fonctionne et je vais essayer de vous faire percevoir, toujours par un petit jeu, cette notion de réseau. Parce qu'en effet, on dit que les informations sont organisées selon un réseau sémantique. C'est-à-dire que le temps nécessaire pour trouver une information dépend de la distance entre le nœud objet en question et le nœud auquel se trouve l'information recherchée. Est-ce que quelqu'un a compris cette phrase? C'est normal. Moi non plus. Donc on va faire un petit jeu. Je vais demander 3 volontaires et il n'y aura pas besoin de prendre des notes. Je vais un peu jouer avec dissonance cognitive. Qui veut venir jouer avec moi? Allez, bon je vais choisir des volontaires alors. Madame? Oui, et vous aussi, allez. Et allez. Monsieur? Alors, on va faire un petit jeu tout bête. Je vais vous demander de répéter 10 fois le mot blanc. Et ensuite, après ça, je vais vous poser une question. Le premier qui répond a gagné. Vous êtes prêts pour dire 10 fois le mot blanc? Oui, en même temps, en chœur. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Que boit la vache? Du lait. Merci. Avec le mot blanc, on a activé des réseaux lexicaux auxquels le mot lait est associé, puisque le lait a comme caractéristique d'être blanc quand il est frais. Je vous remercie. Est-ce que du coup, cette phrase, vous la comprenez mieux? Ouais, hein, ça se percute mieux comme ça. Donc, la mémoire sémantique, elle fonctionne par réseau. C'est-à-dire qu'un signifiant va renvoyer à d'autres, à d'autres, à d'autres, à d'autres, à d'autres. Voilà. Et en fait, pour aller chercher une information, on va d'abord chercher les informations qui sont les plus proches. On va donc maintenant en venir à la mémoire épisodique, qui est toujours une mémoire à long terme.
Ah bah oui, mais là j'ai la diapo qui est toujours sur la mémoire à long terme sémantique. Bah oui, bah ça recrute dans les aires antérieures, dans les faces internes, pardon, dans les parties antérieures, pardon, des lobes temporaux, par là. Donc la mémoire à long terme épisodique, qui est toujours une mémoire à long terme, elle stocke les informations concernant les événements vécus. Elle permet de voyager mentalement dans le temps et de se projeter dans le futur, voire même de s'orienter dans l'espace. Alors là, vous me dites, bah ouais, mais en quoi c'est différent de la mémoire sémantique? Eh bien, on va faire un petit jeu. Est-ce que vous savez qui a peint la Joconde? Ouais. Est-ce que vous vous souvenez de quand vous l'avez appris? Savoir qui a peint la Joconde, c'est la mémoire sémantique. Savoir quand vous l'avez appris, c'est la mémoire épisodique. Cogitum. Voilà, un petit exemple concret pour vous aider à vous repérer. Donc cette mémoire épisodique, elle recrute des réseaux neuronaux dans l'hippocampe et dans la face interne des lobes temporaux. On va quasiment finir cette partie sur la mémoire, et c'est cool, je fais une demi-heure, c'est ce que je voulais faire, enfin je suis presque à une demi-heure. La mémoire, elle a 3 grandes étapes en gros pour retenir l'information, qui vont être l'encodage, le stockage et le rappel. Alors l'encodage, c'est donc la capacité d'acquérir de nouvelles informations en provenance de nos sens principaux, la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût, et les psychomotriciens, vous rajouterez notamment la proprioception, le vestibulaire, etc. etc. Les informations, elles sont traitées pour être mises en mémoire, c'est l'encodage. Quand un enfant apprend le mot girafe, il a différentes façons d'encoder l'information. Soit il retient l'image, et puis il attribue, il l'associe à la vue, quoi, il retient l'image. Soit il a une stratégie plutôt sémantique, avec les réseaux qu'on a vus tout à l'heure. Il va mettre la girafe dans la catégorie animale, et puis il va lui mettre un attribut grand coup. Il a d'autres stratégies pour retenir le mot girafe. Donc il y a différentes façons d'encoder, on peut en utiliser plusieurs à la fois. Le stockage, c'est le maintien dans le temps des informations apprises. Alors tout à l'heure, quand on a fait le jeu de l'empan, et que je vous ai répété les nombres, qu'est-ce que vous avez fait, vous dans votre tête? Il n'y avait pas de logique, c'était une distribution aléatoire. D'accord. Personne s'amusait à répéter les nombres dans sa tête bêtement? Ah si. Bon, bah cette stratégie, ça s'appelle la consolidation. D'accord? On consolide, on se répète les choses dans la tête, c'est la consolidation, ça fait partie de l'encodage. Et enfin le rappel, c'est le processus à l'information, c'est le processus qui permet à l'information d'être restituée, et la qualité de la restitution, elle dépend des modalités d'encodage. Exactement, très bien. Je voudrais juste faire un petit point pour rajouter la notion d'émotion dans tout ça. Parce que l'hypothalamus joue un rôle central dans le stockage temporaire et plus durable des informations explicites. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, le complexe hypothalamo-hypophysaire est très important. En effet, l'amygdale indique la valence émotionnelle, c'est-à-dire l'importance de l'information. En fait, on ne va pas forcément retenir une information parce qu'elle est pertinente, on va la retenir surtout parce qu'elle est liée à une émotion importante. C'est ce qui permet de faire des choix. En fait, on ne fait pas nos choix selon des processus raisonnés, contrairement à un ordinateur qui va comparer toutes les variables possibles quand il joue aux échecs avec vous. Nous, on fait des choix en fonction de nos émotions. L'être humain n'est pas si rationnel que ça. Alors, ça fait que, bien entendu, quand on a des lésions cérébrales à cet endroit, ou quand il y a une atrophie à cet endroit, eh bien, la capacité de faire des choix est atteinte. Ainsi, eh bien, il se trouve qu'une personne âgée, quand elle conduit, elle peut mettre du temps à choisir si elle va à droite ou si elle va à gauche. Il faut faire un choix. C'est compliqué.
Donc chaque souvenir correspond à une configuration unique de l'activité spatio-temporelle des neurones interconnectés. Imaginez bien que les neurones, ils forment une sorte de grille en 3 dimensions. Chaque souvenir correspond à l'activation de certains neurones dans une certaine disposition spatiale. Voilà, c'est une façon de percevoir les choses. L'activation régulière renforce les connexions. L'inverse est vrai aussi. L'activation irrégulière diminue les connexions. C'est très fréquent à l'adolescence, on appelle ça l'élagage. Ça sera certainement abordé cet après-midi, j'imagine. L'oubli est donc associé au fonctionnement de la mémoire, au bon fonctionnement de la mémoire, en dehors des cas pathologiques. C'est normal d'oublier, on ne peut pas tout retenir. Avec le vieillissement, la plasticité des synapses diminue, la création de nouveaux réseaux neuronaux est plus compliquée. Et enfin, je voudrais terminer sur le sommeil. Une partie du complexe hypothalamo-hypophysaire, quand il est au repos, il débarrasse le souvenir de sa valence émotionnelle, de son impact émotionnel pour n'en garder que l'information. Donc le sommeil est très important pour mémoriser aussi. Une personne âgée qui a des troubles du sommeil, je pense notamment à la maladie de Parkinson, où les troubles du sommeil sont vraiment caractéristiques, eh bien, va avoir des problèmes de mémorisation de ce qui s'est passé durant la journée. Une brève conclusion sur la question des mémoires. D'un point de vue neurologique, il n'existe pas un centre de la mémoire du cerveau. On a vu via les images, je vous ai montré des images du cerveau, qu'il y a plusieurs centres qui sont impliqués dans la mémoire. Les réseaux sont tous interconnectés, donc les mémoires dépendent toutes les unes des autres. Selon les pathologies, un type de mémoire peut être affecté, tandis qu'un autre ne l'est pas. Voilà. Je crois qu'on a fait une bonne vulgarisation sur la question des mémoires. Maintenant, on va être en mesure d'aborder le thème des maladies neurodégénératives avec un peu de connaissances. Voilà, j'ai fait un petit schéma rapide, hein. La mémoire à court terme, encodage, hop, ensuite ça se stocke, pourquoi pas dans la mémoire à long terme, ça peut aussi être stocké dans la mémoire à court terme aussi, et le rappel, pour tout ce qui est explicite, mémoire épisodique, mémoire sémantique. Quand je travaillais en EHPAD, toute la difficulté, c'était que les personnes âgées arrivaient en structure de plus en plus tard. Et en général, ce qui les conduisait là, c'était qu'elles avaient fait une chute, qu'ils avaient mis de l'aluminium dans le micro-ondes, qu'elles s'étaient fait arnaquer par quelqu'un. Et alors, elles vont en centre de suite et de réadaptation. Ces services hospitaliers sont débordés. La famille est soumise à l'urgence. Et on nous les envoie en EHPAD avec comme diagnostic maladie Alzheimer et apparenté, débrouillez-vous, à bientôt, bonsoir. Donc évidemment, là, dans ce genre de situation, on ne peut pas se contenter de ça, parce que évidemment, chaque maladie neurodégénérative a ses particularités, et selon la pathologie en question, le patient, le résident va garder certaines compétences et en perdre d'autres. Et nous, notre objectif, pour être bien traitant, c'est de laisser de l'autonomie sur les compétences que garde le résident et de l'aider sur les compétences qu'il a perdues. Pour ce faire, il faut déterminer qu'est-ce qui joue pour lui. Et souvent dans ces institutions, le psychologue, même s'il n'est pas habilité à imposer un diagnostic, il est quand même formé à la question, et c'est lui qui a la batterie de tests, en général aussi pour savoir de quoi il en ressort. Donc souvent, c'est le psychologue qui va présumer du type de pathologie qui est en cours. Donc on a différents tests, hein. On a le fameux MMSE qui n'est plus valide et qui est toujours utilisé en France parce que l'ARS a du mal à changer de modèle. Il faudrait qu'on utilise la MoCA qui est très discriminante sur les faibles troubles cognitifs. Et surtout, il y a différentes versions de la MoCA, ce qui évite les effets d'apprentissage quand une personne refait le même test dans un laps de temps assez court. On a les 5 mots de Dubois qui permettent de percevoir un peu comment la personne mémorise les choses, si elle a besoin d'un indissage ou pas. Le fait qu'elle ait besoin d'un indissage ou non, ça va aussi être un signe clinique important. Un malade d'Alzheimer, on peut lui indicer 36 fois le mot, hein. Il ne va pas le retrouver.
alors que quelqu'un qui a une démence de Parkinson, une démence à corps de Lévy, il va le retrouver. On va peut-être définir un peu vite fait les maladies neurodégénératives. Il est temps. Ce sont donc des maladies chroniques et invalidantes, à évolution lente et discrète, et qui bien souvent n'apparaissent pas du tout avec des troubles mnésiques et d'autres troubles. Nous verrons lesquels. Elles provoquent généralement une détérioration du fonctionnement des cellules nerveuses, en particulier les neurones, pouvant conduire à la mort cellulaire ou neurodégénérescence. Les troubles induits par les maladies neurodégénératives sont variés et peuvent être d'ordre cognitivo-comportemental, sensoriel et moteur. J'insiste sur l'aspect sensoriel qui est très souvent négligé, car la modification de la sensorialité va modifier les centres d'intérêt de la personne. Il se peut qu'une personne adorait quelque chose avant, adorait un aliment, et ne l'aime plus. Et quand elle refuse l'aliment, c'est pas pour nous snober, c'est vraiment parce qu'elle ne l'aime plus. La sensorialité évolue, les centres d'intérêt aussi. On va commencer par la plus connue, la maladie d'Alzheimer. Tan, tan, tan. À l'échelle mondiale, la maladie d'Alzheimer est la 3e cause d'invalidité pour les plus de 60 ans, après l'atteinte de la moelle épinière et les cancers en phase terminale. À votre avis, quels sont les premiers symptômes de la maladie d'Alzheimer? Et zut. Bon, bah c'est marqué. Oui, en effet, il y a d'abord souvent les premiers signes cliniques qui ne sont pas détectés. C'est une diminution de l'odorat et du goût. Tout à l'heure, je vous parlais de la sensorialité. On n'a pas aidé à quel point la sensorialité est impactée par les maladies neurodégénératives. Et à quel point aussi, du coup, un accompagnement thérapeutique pour assurer le bien-être, ça va être un accompagnement sensoriel. D'où les accompagnements Snozellen, mais on pourrait vraiment aller au-delà, comme on fait aujourd'hui avec un public souffrant des troubles du spectre autistique, par exemple, et qui ont aussi des particularités sensorielles. La maladie d'Alzheimer, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un vieillissement pathologique avec une atrophie cortico-sous-corticale. Ça veut dire que le cortex va diminuer en taille, et ce qui est sous le cortex va aussi diminuer en taille. Et puis, il y a les ventricules qui gagnent en volume. Je vais vous montrer des images juste après pour y voir plus clair. En gros, après les troubles sensoriels, c'est une atteinte de la mémoire à court terme, les souvenirs récents, qui sont durs à rappeler. Puis petit à petit, c'est la mémoire à long terme, la mémoire épisodique essentiellement. Vous vous souvenez de ce qu'on a dit tout à l'heure pour la mémoire épisodique? Les souvenirs datant de l'adolescence sont épargnés, parfois même jeune adulte ou adulte. Mais les souvenirs datant d'il y a quelques années disparaissent. Et puis plus ça va, plus les souvenirs anciens disparaissent à leur tour. Parfois, la personne pense être beaucoup plus jeune que ce qu'elle n'est réellement. Et elle peut être choquée quand elle se voit dans la glace. Elle peut être choquée quand elle apprend que c'est plus Pompidou qui est au pouvoir, mais Emmanuel Macron. C'est qui celui-là? Moi je connais pas. Vous connaissez? Lorsque la pathologie évolue, elle peut ne plus reconnaître son conjoint, comme je disais, mais le reconnaître en photo quand il était beaucoup plus jeune. Alors j'ai une anecdote, moi, en EHPAD, d'une résidente voilà, qui, tous les jours à 17h, débarquait à l'accueil. La secrétaire, elle n'en pouvait plus, parce qu'elle avait perdu son chien. Et alors tous les jours, elle allait demander à retrouver son chien. C'est un problème parce qu'elle n'avait pas le droit de sortir, la secrétaire lui disait non, et comme en plus il y a une irritabilité qui est plus importante avec la maladie d'Alzheimer, elle pouvait s'énerver et devenir très agressive. Alors on s'est questionné, j'ai rencontré la famille, j'ai dit c'est quoi cette histoire de chien? C'est un chien qui est décédé il y a 40 ans, à peu près en même temps que le mari de madame. Seulement, elle se préoccupait plus du chien parce que le mari était maltraitant. Et donc j'ai demandé à la famille de m'apporter des photos où il y aurait dessus, heureusement ces photos existaient, le chien et des gens qui sont encore en vie,
et des photos des gens à l'heure actuelle. Et du coup, je suis allé rencontrer cette dame, non pas à 17h, parce que quand la nuit s'apprête à tomber, c'est pas là où ils sont dispo, mais plutôt en fin de matinée, pour échanger avec elle. Alors, j'y suis pas allé en lui disant on va parler de votre chien. J'y suis allé de manière informelle. On prend un petit gobelet de thé. Bonjour madame, comment allez-vous aujourd'hui? Regardez ce que votre famille m'a apporté, nanani nanana. Et elle a fini par dire ah bah oui, mon chien il est décédé il y a 40 ans, etc. etc. Et à ce moment-là, je lui dis bah vous savez quoi, vous avez tendance à l'oublier. Elle dit comment ça, je l'oublie? Bah oui, souvent à 17h, vous venez à l'accueil pour demander à retrouver votre chien. Non, c'est vrai. Et oui, parce qu'avec les maladies neurodégénératives, il faut savoir que bien souvent, les gens n'ont pas conscience de leur pathologie. On appelle ça une agnosonosie. C'est un mot compliqué. Et donc cette dame, je lui ai fait écrire mon chien est décédé il y a 40 ans, mais j'ai tendance à l'oublier, signé, daté, avec son écriture. Puis on a affiché ça dans sa chambre, à côté des photos qui lui avaient aidé à accéder à ce raisonnement. Et donc par la suite, plutôt que de lui donner un risperdal quand elle s'énervait à 17h, eh bien on l'accompagnait dans sa chambre, on lui montrait ce qu'elle avait écrit, avec les photos, elle disait « Ah, mince, mon chien est décédé !» Elle s'apaisait, et puis elle continuait tranquillement sa fin d'après-midi. Elle a débuté sa soirée. Voilà. Donc comme je disais, avec la maladie d'Alzheimer, le rappel n'est pas tellement efficace avec un 10 sage. Après la mémoire épisodique, c'est la mémoire sémantique qui est atteinte. L'affluence verbale est également ralentie. Il y a une perte du mot qui conduit à la perte du monde. Il faut bien entendre, et ça souvent les gens l'ignorent, c'est Lévi-Strauss qui a abordé ce sujet. C'est pas parce qu'on perçoit les choses qu'on nomme les choses. C'est parce qu'on peut nommer les choses qu'on perçoit les choses. Un Inuit, il a 50 façons de nommer la neige. Et ainsi peut-il percevoir 50 façons de différencier la neige. Peut-être que vous, mesdames, allez, on va faire des blagues un peu misogynes, vous avez 50 façons de différencier les couleurs. Le vert absinthe, le vert canard, le vert jade, le vert olive, le vert kaki, nous, vert. A contrario, messieurs, la bière blonde, la bière brune, la triple brassée. Ah, imaginez un peu un monde fade où il ne vous reste plus que le mot bière. Et en plus, vous avez perdu le goût, c'est que de la Cronenbourg. J'avais une résidente un jour, du coup, c'est assez drôle parce que du coup, comme le mot, enfin c'est drôle, comme le mot disparaît, ils ont des stratégies pour se faire comprendre. Elle vient vers moi avec un regard inquiet. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je voudrais un truc. Ah. Alors comme elle était un peu frontale, j'avais peur, parce qu'elle était un peu désinhibée, alors je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle va me dire encore comme insanité? Je voudrais un truc. Je lui dis, bah, soyez un peu plus clair. Je voudrais un truc comme pour les poissons. En fait, elle demandait un verre d'eau. On appelle ça une paraphasie sémantique. Et enfin, dans la maladie d'Alzheimer, la mémoire procédurale perdure longtemps. Donc, qu'est-ce que fait une personne Alzheimer qui a encore sa motricité, mais qui sur le plan cognitif est très atteinte? Elle déambule. Empêcher une personne ayant Alzheimer de déambuler et on signe son arrêt de mort. Et le drame, c'est quand elle déambule, qu'elle fait une chute, qu'elle se casse le col du fémur et qu'ensuite elle est en fauteuil roulant, si elle sort pas vite de son fauteuil, si elle s'en remet pas vite, elle meurt. Donc c'est pour ça que parfois on préfère les sortir prématurément de leur fauteuil, qu'ils cicatrisent mal, qu'ils boitent, qu'ils aient mal lorsqu'ils marchent, mais au moins ils marchent, donc ils vivent. Deux cerveaux.
un cerveau sain, un cerveau de patient atteint d'Alzheimer. Là, on voit que les sillons s'élargissent, on voit bien que la masse corticale est beaucoup moins importante. On voit aussi que l'atrophie touche les aires du langage, les aires de la mémoire. Devant, c'est bon. Là, on a une coupe frontale où on voit bien l'atrophie cortico-sous-corticale, encore une fois. Donc, ce qui est bien aujourd'hui, c'est qu'avec l'imagerie, on peut quand même avoir une idée. C'est-à-dire que ce qui est difficile avec la maladie d'Alzheimer, c'est de la différencier de la dépression. Car la dépression va atteindre le lobe frontal et temporofrontal et va donc ralentir la personne, va atteindre ses fonctions exécutives. Et souvent avec la personne âgée, on ne sait pas si elle est déprimée ou si elle commence à avoir une maladie neurodégénérative. En général, l'imagerie cérébrale permet d'établir le diagnostic différentiel. On va parler de la maladie de Parkinson, qui est le second trouble neurodégénératif le plus fréquent. Sa prévalence dans les pays occidentaux est environ de 0,3% dans la population générale. Elle augmente avec l'âge, atteignant 1% chez les plus de 60 ans et jusqu'à 4% chez les plus de 80 ans. Elle impacte le système nerveux central, c'est-à-dire le cerveau, et elle est responsable de troubles progressifs. On est toujours dans des troubles progressifs. D'abord, les mouvements sont ralentis, puis il y a des tremblements, puis de la rigidité, puis des troubles cognitifs. Bref, dans la maladie de Parkinson, les premiers troubles sont posturaux, et ensuite ils deviennent cognitifs. Ils sont aussi sensoriels. Dans les établissements, on essaye vraiment d'adapter les sols, parce que le malade atteint de la maladie de Parkinson, dès qu'il y a un changement de texture sur le sol, il hésite à passer le changement de texture sur le sol. C'est ce qu'on appelle le freezing. Ça vient aussi nous indiquer donc un problème de traitement de l'information, mais aussi un problème sensoriel. C'est bon, tout est OK? Oui. Au-delà de 80 ans, en gros 80% des personnes atteintes de la maladie de Parkinson souffrent d'une démence de Parkinson, dont les symptômes cognitifs sont très similaires aux symptômes cognitifs de la démence à corps de Lévy que nous allons voir juste après. Et bien entendu, la prévalence, c'est-à-dire l'apparition de cette maladie chez les agriculteurs, questionne beaucoup la communauté scientifique quant au rôle des pesticides. Donc là, voilà, on voit un peu les zones qui sont atteintes dans la maladie de Parkinson, pouvant entraîner au niveau des noyaux gris qui sont atrophiés une rigidité, une lenteur, une immobilisation. Au niveau du tronc cérébral, eh bien, tout ce qui est le plus reptilien, on va dire, tout ce qui est vessie, constipation, ronflement, dysfonctionnement érectile, c'est atteint aussi. Et enfin, le cervelet, on l'a vu tout à l'heure, c'est tout ce qui est procédural, donc ça va être l'équilibre et la coordination pour permettre la marche, par exemple. La démence à corps de Lévy. Alors elle, c'est l'inverse de la maladie de Parkinson, c'est-à-dire que la maladie de Parkinson, c'est d'abord les troubles moteurs, et ensuite les troubles cognitifs. Alors que la démence à corps de Lévy, c'est d'abord les troubles cognitifs, puis ensuite les troubles moteurs. Une spécificité de la démence à corps de Lévy, c'est l'évolution. Elle est très rapide. C'est-à-dire qu'en moins d'un an, on voit survenir d'abord les troubles cognitifs et ensuite les troubles moteurs, là où la maladie de Parkinson peut s'étendre sur plusieurs années. En général, quand le diagnostic de la démence à corps de Lévy est posé, l'estimation de la durée de vie en moyenne est inférieure à 2 ans. C'est une maladie qui évolue très rapidement. Donc les premiers troubles cognitifs, ça va être quoi? Ça va être une grande fluctuation de l'attention, des hallucinations visuelles, un syndrome extrapyramidal, c'est-à-dire des mouvements involontaires, comme pour la maladie de Parkinson. Un diagnostic différentiel très rapide, bon, on ne va pas le faire parce que c'est quand même maltraitant, c'est de mettre des neuroleptiques à quelqu'un qui est atteint de la maladie de la démence à corps de Lévy. Eh ben, ils n'aiment pas ça. Non. Ça peut les tuer. Alors souvent, ça arrive qu'on leur mette des neuroleptiques parce qu'on ne sait pas qu'ils sont atteints de la démence à corps de Lévy et on se dit zut, ils sont embêtants, ils sont persécutés, ils font des bêtises.
Et le risperdal ne fait rien. Ben oui, mais le neuroleptique les tue. Bon, ben au moins, quand on voit que ça les met dans un état compliqué, on sait que c'est potentiellement une démence à corps de Lévy. Dans la démence à corps de Lévy, les hallucinations sont essentiellement visuelles. Et il y a aussi un état confusionnel assez important. C'est-à-dire que, c'est quoi la confusion ? C'est vraiment que la vigilance de la personne varie. La confusion, c'est sur des temps très courts. C'est-à-dire qu'à certains moments, la personne est avec vous, et à d'autres moments, elle est complètement perchée. Une fois, on m'a dit il faut que tu ailles au Mexique. Pourquoi donc ? Parce que c'est important. En revanche, je veux que tu sois rentré ce soir. J'ai pas envie de manger seul. J'ai fait vite. Avec la démence à corps de Lévy, on voit donc un ralentissement intellectuel, des troubles visio-spatiaux majeurs, c'est donc la mémoire sémantique qui est atteinte, des troubles mnésiques, mais l'indissage les aide à se rappeler les choses, contrairement à la maladie d'Alzheimer. Il y a un retentissement sur l'autonomie qui est très rapide. Là où quelqu'un qui a Alzheimer ou de Parkinson va pouvoir s'habiller quand même tout seul pendant pas mal d'années, etc., etc., comme je vous ai dit, la démence à corps de Lévy évolue très, 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 très vite. Alors, Parkinson et corps de Lévy, ce sont deux maladies neurodégénératives qui sont en lien avec le système dopaminergique, puisque son métabolisme est affecté, de telle sorte que très vite on leur met un traitement dopaminergique pour compenser le fait qu'il n'y en a pas assez de dopamine. Donc avec l'imagerie médicale, on peut assez bien le voir, que même chez quelqu'un qui a Alzheimer, la dopamine est plus importante. Là, deux cerveaux comparés, corps de Lévy et Alzheimer. On voit qu'Alzheimer, c'est plus l'aspect cortical qui est atteint, alors que corps de Lévy, c'est plus à l'intérieur, sous-cortical, les ventricules sont plus gonflés, le cervelet est plus touché. Donc c'est là où on voit, vous voyez, le cortical, tout ce qui va être plutôt mémoire, etc., etc., même si l'hypothalamus joue un rôle important, alors que corps de Lévy, c'est plutôt sous-cortical, avec aussi le cervelet, donc c'est plutôt postural, essentiellement. La maladie de Huntington, elle présente un tableau clinique qui évoque en de nombreux points les trois précédentes maladies neurodégénératives qu'on a pu voir. Elle touche des sujets beaucoup plus jeunes, entre 40 et 50 ans, 55 ans. Elle est caractérisée aussi par des troubles psychiatriques, dépression, état maniaque, troubles du comportement. Il y a des gestes involontaires, de la maladresse. C'est une maladie génétique. Là où, pour la maladie d'Alzheimer, l'aspect génétique n'est pas forcément évident. Il est enseigné que la maladie d'Alzheimer, sa première cause, c'est la dépression non traitée. Et en deuxième position viennent les métaux lourds. Alors quand je dis que la première cause de la maladie d'Alzheimer, c'est la dépression non traitée, qu'on ne s'y méprenne pas, c'est pas les antidépresseurs qui vont traiter la dépression. C'est la psychothérapie. Les antidépresseurs, à long terme, si on les prend pendant trop longtemps, il y a des effets très négatifs sur le cerveau. Donc, maladie d'Alzheimer, c'est plutôt une dépression non traitée, puis en deuxième position pour la cause des métaux lourds. Parkinson, on se questionne sur les pesticides. Corps de Lévy, la cause, on ne sait pas trop, certainement génétique. Quoi qu'il en soit, ça dépend du métabolisme dopaminergique. Oui. Qu'est-ce que vous appelez les métaux lourds ? Métaux lourds, ça peut être plein de choses. Ça peut être du plomb, mais ça peut aussi être de l'aluminium, qui n'est pas forcément un métal lourd en soi. Mais par exemple, on consomme trop d'aluminium et ça passe la barrière hémapolyétique du cerveau. Et ça reste dans le cerveau et ça n'en part pas. Sous quelle forme ?
Et bien, par exemple, l'eau que vous buvez, et ben, il y a de l'aluminium dedans pour la rendre transparente. Elle serait vachement moins toxique si on mettait de l'oxyde de fer. Le problème, elle serait même tout aussi potable, voire plus. Le problème, c'est qu'elle aurait une couleur rouille. Donc elle paraîtrait sale. Voilà comment, par exemple, on ingère des métaux, malgré nous, qui vont impacter notre santé mentale plus tard. Alors, quelle eau faut-il consommer? Luchon! Non mais c'est un vrai problème, ça sera d'ailleurs l'objet de ma conclusion tout à l'heure sur les modes de gouvernance et de santé publique qu'on a. Je conclurai là-dessus. Humoristique, le Luchon, ou Je sais pas, je suis pas biochimiste et je peux pas vous dire ce qu'il y a là-dedans. Mais en tout cas, il est sûr que l'eau du robinet, ah oui, mais alors l'eau minérale, certainement, il n'y a pas d'aluminium, mais dans des bouteilles comme ça, on peut se questionner sur d'autres contacts avec le plastique. Mais pour l'eau du robinet, on pourrait vraiment se questionner sur la pertinence de foutre de l'aluminium dedans pour la rendre claire, alors que de l'oxyde de fer serait vachement moins toxique et l'eau serait tout autant potable. Elle aurait juste une couleur rouille. Maladie d'Huntington, voilà, on voit que les ventricules se remplissent de liquide céphalorachidien, ils s'élargissent et ils atteignent aussi les noyaux gris, dont le striatum qui est impliqué dans les mouvements volontaires, d'où la maladresse dans le cas de la maladie d'Huntington. Il y en a qui suivent. Syndrome de Korsakoff, aussi appelé syndrome amnésique ou démence de Korsakoff, c'est un trouble neurologique qui se caractérise par des oublis importants d'une grande partie des informations reçues. Soit des oublis suite au déclenchement de la maladie, à ce moment-là on parle d'amnésie antérograde, soit des oublis d'avant le déclenchement de la maladie, on parle d'amnésie rétrograde. Et en gros, la maladie de Korsakoff, c'est l'un des 2 meilleurs moyens d'oublier ses souvenirs et de jamais les retrouver. Le deuxième meilleur moyen étant de mettre son cerveau dans le coffre de Benalla, qu'on n'est pas prêt de retrouver non plus. Alors, ces absences ou ces oublis, qui sont des difficultés de rappel et non pas d'encodage, engendrent des difficultés quotidiennes pour le patient, qui n'est plus capable de reconnaître les gens, on parle d'aprosopagnosie, qui n'est plus capable de savoir où il est, et qui, pour se réapproprier son monde et le rendre cohérent, va fabuler, il va inventer des choses. Donc ce qui est très caractéristique du syndrome de Korsakoff, c'est la fabulation, c'est l'invention de choses fausses, qui se tiennent, hein, mais c'est faux. Donc évidemment, la première cause de cette pathologie, c'est l'alcoolisme. Toujours une démence qui peut être sujette à l'alcoolisme. Alors là, je vous ai mis une image de Tati Daniel. Dans le film, elle n'a pas une démence frontotemporale, mais c'est vrai que son comportement peut évoquer parfois, quand elle fait exprès d'être insupportable, quelqu'un qui a une démence frontotemporale. Donc Tati Daniel, super film. Alors la démence frontotemporale, en fait, c'est une famille de démences. Il y en a plusieurs, dont la plus connue, c'est la maladie de Pick. C'est un trouble des lobes frontaux et temporaux. Dans le cas de la maladie de Pick, l'âge la maladie débute assez tôt, entre 55 et 65 ans. Et ça touche presque autant les hommes que les femmes. La moitié de ces maladies seraient héréditaires. Alors, les maladies frontales, ça affecte davantage la personnalité. Ça va désinhiber la personne. Elle peut être grossière, elle peut avoir une hypersexualité, elle peut être en état d'incurie, se négliger sur le plan corporel. C'est souvent lié, quand elle vit chez elle, à un syndrome de Diogène, d'accumulation.
Cependant, la mémoire épisodique est plutôt bien conservée, hein. J'ai le souvenir d'un résident en EHPAD qui avait fait un plan de l'EHPAD pour s'échapper. Prison break. Eh ben, le plan était juste, hein. Bon, le problème, c'est que sur le plan moteur, c'était pas ça, mais il aurait pu sinon. Alors, ces patients, ces résidents, ces personnes, elles sont plutôt impulsives, elles perdent leurs inhibitions sociales, elles négligent leur hygiène corporelle, c'est vraiment le point qu'il faut retenir. Elles ont aussi une labilité émotionnelle, elles vont être très susceptibles, elles sont très imprévisibles. Elles ont aussi des comportements répétitifs et stéréotypés. Et enfin, leur fluence verbale est réduite, puis il y a de l'écholalie, de la répétition, jusqu'au mutisme, puisque, évidemment, les aires du langage étant situées au niveau des lobes temporaux, s'ils sont atteints, on perd le langage. Je me souviens d'un patient qui était atteint de la maladie de Pic. C'était un ancien nudiste, et il était donc dans l'unité de soins adaptés. Et donc des fois, il sortait de sa chambre, évidemment, sans vêtements. Et on avait une autre patiente, une autre résidente, qui était en fauteuil, une petite grand-mère adorable. Et elle était là à côté, puis lui il vient l'engueuler, et elle se tourne la tête et... Voilà. Il était potentiellement violent, donc on l'a orienté non pas en unité de soins adaptés, mais en UHR. Une UHR, unité d'hébergement renforcée, merci. Donc là, il y a plus de personnel pour justement accompagner les troubles du comportement majorés. Donc démence frontotemporale, hein, là on le voit bien, on a donc une coupe on a une coupe d'IRM frontale. Et on voit bien l'atrophie, la perte de masse corticale au niveau frontal et également au niveau temporal. Enfin, on va terminer vite fait sur la maladie de Creutzfeldt-Jakob, qui est dérivée donc de la maladie de la vache folle, hein, du prion de la vache folle en 1996. Pareil, syndrome pyramidal, déficit cognitif, troubles psychiatriques, violence, troubles visuels, mouvements anormaux et involontaires. Pourquoi j'en parle ? Ça va m'aider pour la conclusion ensuite. Oui. Est-ce que vous pourriez nous parler de la PSP, la paralysie supplémentaire progressive? Est-ce qu'on l'assimile vraiment à Parkinson ou est-ce qu'on peut l'assimiler autrement? Alors là, j'ai pas souhaité forcément en parler parce que je n'ai personnellement pas rencontré de patients souffrant de PSP et je préfère être honnête, j'aime bien parler des cas cliniques que j'ai déjà vus. En tout cas, c'est une pathologie neurodégénérative, ça c'est sûr. Mais qu'est-ce que vous voulez savoir dessus ? Moi, mon père est atteint de PSP, on oui. ne dit rien d'autre. On a assimilé ça à Parkinson pendant très longtemps. Oui. En fait, c'est pas Parkinson. Hein. J'ai vu un neurologue dernièrement qui nous a dit que c'est la PSP, il n'y a rien d'autre. Voilà, on sait rien d'autre. Ça fait partie ça fait partie des maladies rares. Et c'est vrai que du coup, alors moi j'aurais tendance à vous inviter à contacter l'équipe mobile des maladies rares du Centre Élio-Marin. Et ils sont spécialisés dans l'accompagnement des maladies rares comme ça, et pour l'information, pour le réseau, et y compris pour l'accompagnement des aidants. Car être aidant d'une personne qui a une maladie neurodégénérative, c'est un travail à temps plein. Et c'est aussi une position particulière que de subir cette inversion des rôles où on se retrouve aidant de celui ou celle sur qui on a toujours compté. Le MHR, je vous écrirai sur un papier et peut-être que comme ça vous pourrez échanger avec eux. Ils auront aussi un réseau institutionnel qui pourra vous être utile. Le point commun, en tout cas, de toutes les démences, madame, c'est qu'elles convergent toutes vers le même résultat, c'est-à-dire un état grabataire, une perte des fonctions cognitives,
Et c'est pourquoi, si le diagnostic différentiel doit se faire, il doit se faire au début, quand il y a encore des signes cliniques qui permettent de les différencier les unes des autres. Je voudrais parler de 3 choses pour cette conclusion. La nécessité pour les institutions de s'adapter. C'est-à-dire, vous voyez, on a vu différents types de mémoire, on a vu que les maladies neurodégénératives n'impactaient pas forcément les mêmes types de mémoire. Alzheimer, ça va être la mémoire, d'abord à court terme, puis à long terme. Dans Parkinson, la mémoire épisodique est relativement bien conservée. Pareil pour les démences frontales, etc. etc. Il s'agit vraiment d'être un aidant, pour Singer ou Winnicott, suffisamment bon. C'est-à-dire aider la personne dans ce qu'elle ne sait plus faire, mais ne pas aller au-delà. Quitte parfois à la laisser un peu en difficulté, mais pour qu'elle maintienne ses acquis. La difficulté aujourd'hui des équipes soignantes, c'est qu'elles ne sont pas nombreuses, et c'est l'usine. Et si une personne met trop de temps à boutonner son pantalon, on va le faire à sa place, parce qu'en attendant, on ne peut pas mettre sa chemise, j'en sais rien. Et la toilette prend trop de temps, la préparation prend trop de temps. Et ainsi, petit à petit, la personne perd ses compétences. Ça, c'est vraiment un enjeu majeur pour les structures à l'avenir. Et peut-être que là, les politiques de santé publique ne sont pas dans les clous. Je pense notamment au calcul du CEPOM qui va attribuer du personnel aux infrastructures. C'est un peu n'importe quoi. Parce que, par exemple, vous avez vu la démence à corps de Lévy, l'évolution, elle se fait en 2 ans. Le CEPOM, on l'a au mieux tous les 5 ans. Ça veut dire que si dans votre structure, vous avez 4 personnes avec une démence à corps de Lévy qui arrivent après votre CEPOM, 2 ans plus tard, vous vous retrouvez avec des personnes dans un état grabataire, sans personnel supplémentaire pour s'en occuper. C'est aberrant. C'est aberrant. Là, il y a autre chose aussi qui est à promouvoir, c'est la promotion du lien social. Dans l'EHPAD où je travaillais, on avait fait une unité semi-fermée. C'est-à-dire que le jour a été ouverte, et la nuit, quand les troubles commencent à survenir, on fermait les portes. Mais ça faisait un petit village. Plutôt que les chambres soient disposées autour d'un long couloir, elles étaient disposées autour d'une pièce à vivre, et ça faisait une promotion du lien social. Les patients qui arrivaient là, les résidents qui arrivaient là, ils arrivaient avec un MMS qui avait un certain score au début, et quand je les réévaluais 1 an plus tard, ils avaient augmenté en score. C'était le seul lieu de vie où j'avais vu ça. Et pourquoi ? C'était aussi le seul lieu de vie où, après le repas, par exemple, les résidents discutaient entre eux. La promotion du lien social est extrêmement thérapeutique. Et très souvent, pareil, pour des contraintes logistiques, après le repas qui était à 18h30, il faut faire les toilettes et les coucher tout de suite. On est en train de flinguer ces personnes. Et enfin, toujours pour l'accompagnement thérapeutique de ces patients, la promotion d'une dynamique inclusive, c'est-à-dire faire sortir les personnes âgées des structures, mais aussi faire venir les gens dans les structures. Pourquoi pas les crèches ? Pourquoi pas faire une brocante dans la structure ? C'est ce qu'ils font à Cormont-Royal. Afin de créer une dynamique, que la structure soit un lieu de vie et fasse partie du tissu social de la communauté. Un autre point qui est hyper important et qu'on a tendance à oublier, c'est tout ce qui est relatif peut-être à la mémoire émotionnelle. Car cette mémoire persiste. La personne qui, par exemple, est mutique, la personne qui perd la mémoire à court terme, elle va vivre un événement joyeux ou un événement triste. Elle va oublier cet événement. En revanche, elle va se souvenir de l'émotion. Et là où c'est hyper angoissant, c'est quand on a vécu quelque chose qui nous a contrariés, qu'on oublie cette chose, qu'on oublie ce qui nous a contrariés, mais que l'émotion contrariété reste. Quand on n'est pas capable d'identifier ce qui nous contrarie, on appelle ça de l'angoisse. Dans le cas de l'anxiété ou du stress, on est capable de savoir ce qui nous rend anxieux ou de ce qui nous stresse. Le propre de l'angoisse, c'est de ne pas pouvoir déterminer la cause. Donc, c'est très important pour comprendre les comportements. Les gens, ils vont râler, ils vont pas être contents, ils vont pas être capables de nous dire pourquoi. Ben oui, parce que la mémoire émotionnelle reste, mais pas la mémoire épisodique.
Cette vigilance qu'on doit porter à la mémoire émotionnelle, ça nous renvoie à la clinique du sujet, ça nous renvoie à la subjectivité, ça nous renvoie à l'humain, ça nous renvoie au sujet de l'inconscient avec lequel le psychanalyste travaille. On ne peut pas toujours avoir une approche uniquement comportementale. C'est pas possible. Et enfin, j'aimerais terminer sur les questions de santé publique et de gouvernance. Alzheimer, la première cause, on a dit que c'était la dépression non traitée. Bah ouais, mais quid de l'accès aux soins, de l'égalité d'accès aux soins sur les territoires, du budget que ça coûte? Quid aussi des métaux lourds? Est-ce qu'on a notre mot à dire sur l'eau qu'on veut boire? Non. Parkinson, les pesticides, l'agriculture intensive. Est-ce qu'on a notre mot à dire sur, je sais pas, les traités européens qui demandent à ce que l'agriculture soit toujours plus intensive tous les ans? Non, on n'a pas notre mot à dire. Pareil pour Creutzfeldt-Jakob. En 2013, la Commission européenne a discrètement réintroduit les farines animales. Vous le saviez? Ouais. Voilà. Est-ce que dans le cadre de la mondialisation, on peut avoir notre mot à dire pour améliorer les santé publiques, tandis que les budgets sont tout le temps sabrés? J'en suis pas sûr. Et c'est pourtant un enjeu d'avenir pour vous, pour vos enfants. Et j'espère que ce message d'alarme, vous le garderez en mémoire. Merci. Voilà, je sais pas, est-ce qu'il y a un temps pour les questions qui est prévu? Oui, il n'y a pas de problème. Questions? Est-ce que vous auriez des questions à poser à Guillaume Lelong? C'était très dense. Je pourrais comprendre aussi que vous ayez besoin d'un temps. Sachez que grâce à Julien, toute la conférence a été filmée. On va récupérer le diaporama et ça sera sur notre site si vous voulez revoir calmement cette conférence par morceaux peut-être. Voilà. Mais si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. Merci pour votre conférence qui est passionnante. Merci. Moi, j'aimerais bien savoir quand même quelque chose. On parle beaucoup de l'aspect physiologique dans toutes ces maladies, mais on ne parle jamais de comment évaluer la douleur éventuellement. On n'en parle jamais de ça. Ces personnes-là, comment recenser si elles souffrent? Parce que c'est plutôt comique des fois de les entendre. On peut en rire, mais c'est vrai qu'on n'est pas capable d'évaluer si elles ont un type de douleur. C'est exact. C'est la douleur doit être la première cause à exclure lors de la survenue de troubles de comportement. C'est la première hypothèse à éliminer. Donc, évaluer la douleur est primordial, de même que évaluer la constipation, qui peut générer des troubles du comportement. Et ensuite, au détour de l'analyse fonctionnelle, on va voir s'il n'y a pas eu d'autres paramètres. La douleur, il y a deux façons de l'évaluer. Il y a l'observation du soignant, du clinicien, et il existe aussi des grilles normées qui vont permettre aux soignants de se remémorer ce qu'on a tendance à oublier et à faire attention. Est-ce que le visage se crispe? Est-ce qu'il y a de la résistance alors que la personne n'est pas censée être rigide d'habitude, etc., etc. Il existe normalement des grilles d'évaluation de la douleur, dont certains items peuvent sembler être évidents. Mais c'est vrai que dans le rythme effréné de l'accompagnement des résidents, d'aucuns peuvent l'oublier, et les grilles viennent remettre les choses à leur place. Oui, il existe des grilles d'évaluation de la douleur, même quand les personnes sont verbales et qu'elles peuvent le dire, il y a des échelles. Vous avez mal jusqu'à combien? Et après, la douleur, c'est le travail des ergothérapeutes, d'adapter l'environnement pour que la personne ne fasse pas des mouvements qui lui fassent mal. C'est le travail des kinés qui va être essentiel pour mobiliser de manière passive les membres afin d'augmenter la mobilité. Ça va être le travail des psychologues aussi, pourquoi pas, puisque parfois la douleur elle peut être d'origine psychologique, très souvent.
Ça peut être le travail de quiconque va venir écouter. Ça peut être le travail du médecin qui, s'il faut, va prescrire un antidouleur. C'est un travail pluridisciplinaire. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Merci à vous. Bien, eh bien écoutez, merci Guillaume Lelon pour cette belle conférence, et puis à très bientôt.